La restauration de l'intégrité territoriale, la réconciliation nationale et la mise en place d'une économie émergente, voilà quelques axes prioritaires du programme d'action 2013-2018 du gouvernement du Mali, présenté hier aux responsables de la Banque islamique de développement. Mais auparavant, c'est une importante annonce qui a été faite au Premier ministre, puisque la BID met à la disposition de notre pays 12 milliards de francs CFA pour permettre à EDMSA de bien fonctionner. Bientôt sortiront de terre 600 logements sociaux à Sikoro dans le cercle de Kati. Ces infrastructures qui coûteront 10 milliards de francs CFA seront réalisées par la Société immobilière et foncière du Mali, SIFMA. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Je vous le disais à l'instant, le nouveau programme d'action 2013-2018 du gouvernement a été présenté hier aux responsables de la Banque islamique de développement. C'est un programme qui tourne autour de 6 axes prioritaires, parmi lesquels la restauration de l'intégrité du territoire, la réconciliation nationale et la mise en place d'une économie émergente. L'activité s'inscrit dans le cadre de la visite du Premier ministre Oumar Tatamli à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le chef de gouvernement est venu solliciter l'accompagnement de l'institution par le financement du dit programme. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Dembawan. À son arrivée au siège du groupe de la Banque islamique de développement, le Premier ministre Oumar Tatamli a été accueilli par le président de l'institution Ahmed Mohamed Ali. Les deux personnalités ont eu un bref entretien d'environ 30 minutes. Occasion pour le chef du gouvernement de préciser l'objet de sa visite. La BID nous a historiquement beaucoup accompagnés dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la sécurité alimentaire et dans le domaine, pour ce qui est des infrastructures, des routes et de l'énergie. Ainsi que dans le financement d'un certain nombre d'opérations commerciales importantes dans le secteur des hydrocarbures et du coton. En considération de cet accompagnement, je suis venu présenter à mon frère, le président de la Banque islamique de développement, et à mon aîné, le vice-président Belama Sidibé, les nouvelles orientations du gouvernement, et de voir avec eux comment est-ce qu'il était possible de les prendre en compte dans le contexte du portefeuille existant, mais surtout du portefeuille à venir. Après cette mise au point, une séance de travail a réuni la délégation malienne et les responsables de la BID. Les échanges ont essentiellement porté sur le nouveau programme d'action 2013-2018 du gouvernement. Et c'est le Premier ministre lui-même qui a expliqué de façon détaillée le contenu du document, notamment les grands axes. Le gouvernement a arrêté les termes d'un programme d'action qui est construit en application des orientations qui ont été reçues du président de la République et qui comporte un certain nombre d'axes, au nombre desquels se situent 2 axes principaux qui intéressent la BID. La réconciliation nationale, le renforcement de la cohésion et la construction d'une économie émergente. Convaincue de la pertinence du programme d'action quinquennal, la Banque islamique de développement adhère volontiers à son financement. C'est dans ce cadre qu'une mission sectorielle de la BID se rendra à Bamako le mois de janvier pour discuter avec les autorités maliennes des projets prioritaires identifiés et qui nécessitent un financement rapide. Je suis particulièrement heureux de constater que il y a une adéquation entre la vision politique et la vision pour le futur du Mali et le programme économique. Donc la BID est très très fière et très honorée d'avoir le bénéfice de cette considération et ensuite s'aligner pour aider à mobiliser les ressources pour ce programme. Il vise à résoudre le problème de l'étendue du pays, de l'effort d'infrastructure dans le pays. À ce jour, la Banque islamique de développement met en œuvre une dizaine de projets au Mali qui couvrent divers secteurs d'activité. L'institution financière s'est également engagée à hauteur de 250 millions de dollars pour participer à la reconstruction du Mali lors de la conférence des donataires à Bruxelles. Oui, restons toujours avec le Premier ministre, signature d'une convention de financement entre la Banque islamique de développement et notre pays. Par cette convention, la Banque met à la disposition du Mali près de 12 milliards de francs CFA. Le montant est destiné à l'achat de produits pétroliers pour la société EDMSA. Envoyés spéciaux d'Embawan, Bourama Traoré. C'est un palier supplémentaire qui vient d'être franchi dans la coopération entre le Mali et la Banque islamique du développement. La BID accorde à notre pays un financement de 24 millions de dollars, soit environ 12 milliards de francs CFA. Le fonds servira à appuyer la Société de l'énergie du Mali dans l'achat des produits pétroliers. Il s'agit donc d'un financement qui sera accordé à l'État du Mali, qui doit ensuite le rétrocéder à la Société d'énergie du Mali pour acheter des hydrocarbures. Et comme vous savez, le coût des hydrocarbures représente 54% des charges d'exploitation d'EDEM, qui aujourd'hui est dans des situations financières très difficiles. Donc il s'agit pour nous, à travers cet instrument de la finance islamique, donc d'apporter à EDEM
des financements à des conditions qui sont plus douces que les conditions de financement conventionnel. La signature de cet accord de financement est un témoignage éloquent de la volonté de la BID de diversifier et surtout d'élargir son champ de coopération avec le Mali. Pour le vice-président de l'institution, la signature du présent accord était nécessaire. La BID a très vite compris qu'au-delà de toute autre considération, ce qui est important, c'est de faire fonctionner le système, parce que quand il n'y a pas d'énergie, l'économie s'en ressent tout de suite. Les autres questions pourront être réglées, mais c'est comme quelqu'un qui a besoin d'une assistance urgente, il faut le faire, parce que la machine doit tourner. L'accord de financement de 12 milliards de francs CFA est perçu comme une preuve de la stabilité et de la constance de la coopération entre le Mali et la BID. Le Mali qui a besoin du soutien de ses partenaires pour se remettre sur le chemin du développement. Retour ici à Bamako, le président de l'Assemblée nationale par intérim a respectivement reçu en audience le nouvel ambassadeur du Mali en Chine et celui de Palestine au Mali en fin de mission. Sur le premier est venu pour des conseils avant de regagner son poste. Le second, lui, est venu pour faire ses adieux à Younousi Touré. Voici le compte-rendu de Agali Agagissa. Parmi les dernières audiences de la 4e législature à l'Assemblée nationale, figure celle accordée par le président respectivement au nouvel ambassadeur du Mali à Pékin et le doyen du corps diplomatique au Mali, le général Lansana Kone, récemment nommé premier responsable de la diplomatie en Chine. L'honorable président et ses vice-présidents m'ont donné des conseils par rapport à la conduite de cette mission, et par rapport au développement de ces relations et par rapport à la vision des responsables de l'Assemblée nationale pour que ma mission puisse être remplie. La deuxième personnalité reçue par le professeur Younousi Touré est le doyen des ambassadeurs accrédités au Mali, venu faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Il doit faire valoir son droit à la retraite, même s'il reste au Mali pour se consacrer à la recherche. C'est une rencontre qui a deux objectifs. D'abord, mettre les derniers développements en Palestine concernant les négociations qui se déroulent actuellement sur l'égide américaine entre la Palestine et Israël. Et au revoir, merci pour le soutien et la solidarité de l'Assemblée nationale du Mali, du peuple malien, et leur solidarité indéfectible à l'égard de la lutte que mène le peuple palestinien. Notons que le diplomate a servi pendant 33 ans au Mali, environ 3 décennies pour consolider les liens d'amitié entre son pays et le Mali. Réconciliation, consolidation de la paix et de la reconstruction nationale, c'est le thème d'un forum national de la jeunesse qui a donné son coup d'envoi ce matin. Ce rendez-vous de 2 jours regroupe 300 jeunes venus de toutes les régions du Mali et de la diaspora. Daouda Sidiki Diarra. Pour la cause commune, la jeunesse plurielle se mobilise en faveur du Mali. À travers l'organisation de ce forum, le moment est donc venu pour les jeunes de notre pays de resserrer les rangs, cela après une crise socio-politico-sécuritaire qu'a connue le pays. Que l'arbre ne puisse jamais cacher la forêt et que tous comprennent pour de bon que longtemps les jeunes que nous sommes avons laissé les vents souffler en nous protégeant, juste et simplement, sans penser à agir et sans jamais agir. Il ne soit plus question pour nous d'être de simples spectateurs de ce qui tombe du ciel, de ce qui pousse de la terre. La haine est un fantasme. Ce forum, plus que jamais, est un créneau sûr qui favorisera, j'en suis persuadé, des échanges entre nous, jeunes, sur les questions d'éducation citoyenne, de cohésion sociale, en vue d'une prise de conscience de notre rôle. Placé sous le thème « Les jeunes dans la réconciliation, la consolidation de la paix et de la reconstruction », ce forum regroupe 300 jeunes venus de toutes les régions du Mali et de la diaspora. Nous pensons que les jeunes ne sont pas un problème. Au contraire, ils sont un atout pour la résolution des problèmes qu'une société rencontre. Au cours de ce forum, vous devez donc démontrer combien vous êtes sensibles à plusieurs dimensions de la politique, qui consisterait à voir le partage des richesses, le développement durable,
Le ministère de la Jeunesse et des Sports entend instituer ce forum comme plateforme périodique d'échange, et cela conformément à son plan d'action 2013-2018. Représentant plus de 60% de notre population, cette jeunesse a besoin d'être encadrée, outillée, renforcée pour en faire le levain de la cohésion sociale, le ciment de vivre ensemble, mais aussi et surtout un moteur pour la transformation sociale. Soyons donc les ambassadeurs de la paix dans nos communautés. Travaillons à bâtir les socles, les supports d'une paix durable, en affermissant les valeurs de tolérance, d'acceptation de la différence. Travaillons ensemble à mettre en avant ce qui nous unit et non ce qui pourrait nous diviser. Soyons un et indivisibles pour le Mali. Pendant 2 jours, les participants qui sont répartis entre les ateliers traiteront 6 sous-thèmes relatifs à la paix et à la reconstruction nationale. Des dossiers mieux élaborés pour le Conseil des ministres est un des résultats attendus du séminaire des secrétaires généraux et chefs de cabinet du département ministériel. Le ministre de la fonction publique vient d'ouvrir une session de formation de 2 jours à cet effet à l'intention d'une trentaine de cadres. Reportage Moïse Traoré. Les secrétaires généraux et les chefs de cabinet sont chargés d'assurer la traduction et la coordination du programme gouvernemental. Ces cadres A et B sont une trentaine à prendre part au séminaire de 2 jours. En cette période post-crise sécuritaire et institutionnelle, l'État a plus que jamais besoin d'une administration forte, crédible et performante en capacité de relever les défis multiformes et pressants pour asseoir son autorité et son crédit, indispensable pour l'avènement d'un environnement propice de paix, à la sécurité, à la coopération et au développement durable. Parmi les résultats attendus, on peut relever une meilleure élaboration des dossiers à soumettre au Conseil des ministres. L'objectif du séminaire est de renforcer les capacités des secrétaires généraux des départements ministériels et chefs de cabinet des ministres délégués afin de leur permettre de satisfaire aux exigences de leurs fonctions et contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs assignés à eux par les pouvoirs publics. Cette session est une initiative de l'École nationale d'administration ENA et du secrétariat général du gouvernement. Outre l'organisation et le fonctionnement du travail gouvernemental, les capacités des cadres sont renforcées dans le cadre de la gestion des relations avec les usagers et les partenaires. Autre grand titre de cette édition, 600 logements sociaux seront réalisés par la Société immobilière et foncière du Mali, SIFMA, dans 16 mois à Sikoro, dans le cercle de Kaki. Le ministre du Logement a posé ce matin la première pierre de ces ouvrages. Cette opération va coûter 10 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Mohamed Diarra. Ce geste du ministre du Logement fera le bonheur de 600 familles dans 16 mois. C'est-à-dire, dans moins de 2 ans, la Société immobilière et foncière du Mali, SIFMA, réalisera à Sikoro, dans le cercle de Kati, 600 logements sociaux sur 200 hectares. 16 mois d'espoir, mais pas seulement pour les populations qui vont bientôt postuler pour ces nouvelles maisons qui seront bâties, mais surtout pour les bras valides aussi qui vont postuler pour les travaux qui vont être générés sur les chantiers. C'est pour vous dire que le rythme et la cadence seront maintenus. Ces 600 nouveaux logements, juste 350 autres réalisés par la société il y a 2 ans. Ils seront de 2 types, F3 et F4, et nécessiteront un investissement de 10 milliards de francs CFA à la SIFMA et ses partenaires. De quoi enlever une épine du pied du gouvernement. La portée politique, c'est qu'on s'inscrit déjà dans la logique de la réalisation de l'engagement présidentiel de 50 000 logements, dont cette opération nous semble constituer l'opération inaugurale. Alors, en ce moment précis, vous comprenez que notre émotion soit la plus grande possible. Au-delà de ces 600 logements, je pense que l'engagement présidentiel de réaliser au moins 50 000 logements décents, s'entend pour les populations maliennes est un engagement qui va être tenu. La promotion de l'investissement, ce n'est pas juste l'investissement étranger, mais c'est également l'investissement national. Les bénéficiaires des premiers logements sociaux sont venus nombreux pour témoigner le bien fondé de ce programme de l'habitat.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, met à la disposition du programme alimentaire mondial 410 tonnes de riz destinées aux populations des régions du nord du Mali. Cet appui alimentaire permettra de prendre en charge pendant un mois plus de 26 000 personnes affectées par la crise. Youssouf Diakité. Le programme alimentaire mondial, à travers un appui de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au chevet des populations des régions nord du Mali, victimes de la crise. C'est dans le cadre du programme d'assistance humanitaire aux personnes touchées par la crise, l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Mali. Madame le commissaire, au nom du programme alimentaire, je souhaiterais sincèrement vous remercier pour la contribution généreuse de 500 000 $ que le ECOWAS vient de faire aux populations vulnérables du Mali à travers l'opération d'urgence du PAM. Ce geste de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à travers le programme alimentaire mondial est plus qu'un coup de pouce aux populations concernées, singulièrement celles de Gao et de Tombouctou. Un devoir de solidarité qui revêt une importance particulière pour la commission de la CEDEAO, mais surtout pour notre communauté tout entière. Aujourd'hui, la commission de la CEDEAO réaffirme une fois de plus sa détermination et son engagement dans le processus de recherche de solutions durables à la sortie de crise au Mali, fondées sur la paix, la stabilité, mais également le développement et le progrès. Le gouvernement malien se réjouit de l'acte. Je voudrais aussi, au nom du gouvernement de la République du Mali, remercier la CEDEAO pour son constant témoignage de solidarité et pour la place inestimable que la CEDEAO a occupée dans le traitement de la crise, de la profonde crise que notre pays a traversé ces 18 derniers mois. Le ministre a donné des instructions pour l'évacuation rapide de ces vivres et aux destinations indiquées. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des migrants célébrée hier, le Forum pour un autre Mali a organisé une rencontre sur le sujet. Il s'agissait de faire la restitution des travaux de la 8e édition de Migrance. Les travaux ont porté sur les relations entre migration, chômage et développement. Ramata Konaté. Les migrations et leurs conséquences, les politiques pour la réduction des flux migratoires, voilà entre autres les thématiques étudiées pendant 3 jours. Il s'agissait de partager avec les uns et les autres les résultats des travaux de la 8e édition de Migrance, une manière pour les organisateurs de rendre hommage aux migrants en général et ceux du Mali en particulier. Il est question d'une économie, une autre économie qui consiste à créer de la valeur ajoutée, à garantir l'emploi et un revenu décent aux Maliens. Et tout est lié. On ne peut pas continuer à criminaliser ceux qui partent et laisser d'autres violer leurs droits. Il ressort également de cette rencontre que l'Europe investit des centaines de milliards pour la création et le contrôle des frontières et pour l'entretien des centres de rétention. Cela en vue de réduire de façon considérable les flux migratoires vers l'Europe. Pour sa part, le Mali a mis l'accent sur la création d'emplois. Je pense que l'une des questions de fond, c'est de résoudre le problème du chômage. Tant que les jeunes ne trouveront pas de l'emploi, ils seront toujours tentés de partir. Pourquoi le gouvernement est à pied d'œuvre pour essayer de créer le maximum d'emplois possible pour toute la jeunesse. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà mises en route pour atteindre le plus rapidement cet objectif-là. Le Forum pour un autre Mali et ses partenaires entendent poursuivre la sensibilisation pour que partir ne soit plus une obligation, mais plutôt un choix. Corriger les insuffisances du plan d'organisation des secours au Mali en vue de l'adapter aux situations de crise actuelles, c'est l'objectif d'une rencontre qui se tient à Bamako. Elle regroupe une 50aine de spécialistes en sécurité. Reportage Batraoré.
Cette rencontre se tient au moment où notre pays sort d'une série de catastrophes. Il s'agit des catastrophes naturelles comme les récentes inondations et les invasions acridiennes. Il ressort que des insuffisances ont été constatées dans l'organisation des secours liés à ces catastrophes. Un manque de coordination des actions des différents intervenants sur le terrain. Un manque de préparation des acteurs entraînant une improvisation préjudiciable à l'action. Une utilisation non rationnelle et efficiente des moyens humains et matériels, publics et privés, engagés dans les opérations. La rencontre du jour doit permettre à notre pays de se doter d'un mécanisme de secours plus opérationnel et adapté aux nouvelles situations de crise. Aussi, l'objectif visé par la rencontre d'aujourd'hui est-il de corriger ces insuffisances afin de doter notre pays d'un mécanisme opérationnel de planification et d'intervention des secours susceptibles de répondre promptement et efficacement à tous les événements de crise ou de catastrophe sur les plans national, régional et local. Rappelons que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet de gestion des risques, des catastrophes et d'adaptation au changement climatique. De la présidentielle et des législatives à la représentation utile, quel enjeu et quel défi pour la construction d'un État de droit capable, réceptif et comptable. Le sujet est au centre d'une conférence de presse organisée ce matin par le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002. Reportage Abdraman Maïga. Après l'élection présidentielle et les législatives jugées globalement réussies au Mali, l'heure est maintenant au comment appuyer les élus dans l'exercice de leurs fonctions par la société civile. Voilà ce qu'était venu expliquer Dr Abdoulaye Sall aux journalistes. La rencontre avait pour but d'éclairer la presse et à travers elle l'opinion publique nationale et internationale sur les enjeux pour la construction d'un État de droit capable, réceptif et comptable. La conférence s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions initiées par le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002. Objectif, construire un État démocratique fiable avec des institutions fortes. Pour que cette représentation soit utile, il faut que nous, d'abord, citoyens, nous soyons conscients, n'est-ce pas, de ces liens organiques qu'il y a entre la participation et la représentation pour construire une société démocratique. L'un des premiers enjeux et des premiers défis, pour nous, Maliens, il faut qu'on ait une compréhension commune, partagée et acceptée des différents concepts. Pour construire un État de droit capable, réceptif et comptable, notre pays doit nécessairement opérer un changement au niveau de la structure des partis politiques. Et pour cela, la base de ce nouveau départ passe, selon Dr Abdoulaye Sall, par la forte représentativité des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision. Il n'y a pas 1000 solutions. Tous les pays qui ont réussi l'implication accrue des femmes sur les listes de candidature, sur leur élection, ils sont passés par des mesures législatives et réglementaires. Pour appuyer le Mali dans l'organisation des élections générales, CRI 2002 a entrepris un certain nombre d'activités, notamment des conférences, des sessions de formation et de communication. Ces actions avaient pour but le réarmement citoyen et démocratique. La 11e réunion du Comité national de sûreté de l'aviation civile s'est tenue aujourd'hui. Cette rencontre vise à renforcer et à améliorer les systèmes de sûreté dans les aéroports. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra. Synergie d'action pour mieux sécuriser les aéroports de notre pays contre les menaces de toutes sortes. Voilà le sens de cette rencontre. Les questions de sécurité qui ont été débattues au cours de cette 11e réunion du Comité national de sûreté de l'aviation civile sont capitales, essentielles pour l'aviation civile en général et pour le transport aérien en particulier. L'intensification des menaces de toutes sortes, qui n'épargnent aucun pays, nous oblige à redoubler de rigueur et de vigilance. Il s'agit d'avoir sur nos plateformes aéroportuaires, en plus des infrastructures appropriées, des hommes et des femmes bien formés pour faire face aux actes illicites, soupçonnés ou réels.
De nos jours, les transports aériens jouent un rôle prépondérant dans les échanges commerciaux entre les pays. Dans cette optique, le désenclavement de notre pays, qui est l'un des axes prioritaires du gouvernement, exige du secteur aéronautique un engagement sans faille. C'est là pour que nos aéroports répondent aux normes d'exploitation internationales. J'ose espérer que les recommandations issues de la présente réunion permettront de relever les défis du transport aérien par l'utilisation de bonnes pratiques en vue de préserver nos plateformes aéroportuaires contre les actes d'intervention illicites. Le PDG des aéroports du Mali a informé les participants que la relance des activités du comité sera pour bientôt à Mopti et à Kaï. La 11e réunion du comité national de sûreté de l'aviation civile coïncide avec la célébration de la journée internationale de l'aviation civile qui a pour terme cette année évolué pour relever les défis du transport aérien au XXIe siècle. L'Assemblée générale de la Croix-Rouge malienne a débuté ce matin à Bamako. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets importants concernant la structure seront évoqués. Il s'agit, entre autres, de l'adoption des statuts du rapport financier et de l'audit des comptes. Reportage Rachel Kessougué. Tout au long de la journée, les responsables de la Croix-Rouge malienne vont examiner les activités menées au cours de la période 2008-2013. Ils devront également programmer d'autres événements avec comme objectif la promotion de meilleures conditions de santé et de vie de nos communautés les plus vulnérables. Nous allons continuer ce que nous avons toujours bien fait ici en termes de consolidation des acquis, essentiellement dans le domaine de l'eau et l'assainissement, dans le domaine de la sécurité alimentaire, des activités aussi sur le plan des droits internationaux humanitaires en général. Mais cette année, nous sommes engagés sur une activité qui concerne le rétablissement des liens familiaux. Selon le ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, la diversité des domaines et secteurs d'action de la Croix-Rouge malienne confirme l'attachement de la structure à la promotion de la dignité humaine en toutes circonstances. Auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et reconnue d'utilité publique, la Croix-Rouge malienne s'est depuis véritablement engagée aux côtés de l'État dans la recherche de solutions aux souffrances des populations en général et au bien-être des populations vulnérables en particulier. Le comité international de la Croix-Rouge a offert 6 véhicules à la Croix-Rouge malienne. Entre l'humanitaire et la santé, il n'y a qu'un petit pas. En 2013, l'Institut national de recherche en santé publique, INRSP, s'est attelé à la formation des agents en méthodologie de recherche et en montage de projets. La structure a aussi réalisé des analyses biomédicales pour la surveillance épidémiologique et de diagnostic des maladies. Ces informations ont été données à l'ouverture des travaux de la 40e session du conseil d'administration de la structure. Reportage Ramata Konati. Plus d'1,5 milliard de francs CFA, c'est le budget 2014 de l'Institut national de recherche en santé publique INRSP. Ce budget connaît une baisse par rapport à celui de 2013 avec une différence de 200 millions. L'année à venir verra la formation d'une soixantaine de chercheurs en méthodologie de recherche et conception de projets. Concernant le rapport 2013 de l'INRSP, il ressort que plusieurs activités ont été menées. C'est le renforcement des capacités des chercheurs pour les amener à la conception des projets de recherche par la formation. Formation à la méthodologie de la recherche, formation à la rédaction scientifique et formation aux publications. Formation à la conception des projets de recherche pour être compétitif sur le plan international. Maintenant, évidemment, il y a toutes les activités qui sont liées aux missions de l'INRSP pour faire de l'institution une structure de référence. Parmi ces actions, les analyses biomédicales pour la surveillance épidémiologique et le diagnostic des maladies. À côté de ce tableau reluisant se dressent les difficultés. Entre autres, le déficit financier consécutif à l'insuffisance des recettes propres de l'INRSP, l'inadaptation des procédures d'acquisition des réactifs de laboratoire et des intrants
de la médecine traditionnelle. Les administrateurs devront faire des propositions en vue de résoudre ces problèmes. D'un conseil à un autre, ouverture ce matin du conseil d'administration à mi-parcours du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Une session ordinaire qui se tient dans un contexte difficile à cause de la crise que le Mali a connue. Isaac Tchenou. Cette 12e session ordinaire du Centre international de conférence de Bamako, CICB, se tient dans un contexte particulier à cause de la crise que le Mali a traversée. La rareté des activités et la réduction de son budget à plus d'1,5 milliard de francs CFA ont porté atteinte à son fonctionnement normal. Cette session permettra de jeter de nouvelles bases après une sortie de crise. Le CICB a beaucoup de problèmes. Je résume ces problèmes à 3 niveaux. Sur le plan financier, le manque de ressources dû à la rareté des activités et surtout le non-paiement des factures dues aux services publics et aux autres usagers. Sur le bâtiment, je dirais que depuis la réception provisoire en 1995, le CICB n'a pas eu de rénovation. Il n'y a eu qu'une rénovation partielle en 2005 lors du sommet Afrique-France. Et sur le plan technique, les matériels, les installations et les équipements sont vétustes. Un défi de performance et de qualité est à relever. Voilà pourquoi le ministre Bruno Maïga, président du conseil d'administration, a invité les administrateurs à une réflexion sur les grandes préoccupations. Au moment d'amorcer la mutation dans laquelle notre pays se trouve engagé, je voudrais vous inviter à tirer tous les enseignements des difficultés rencontrées tout au long de l'exercice précédent en vue de baliser la voie pour la réussite des prochaines échéances. Mesdames, Messieurs les administrateurs, si l'exercice en cours d'achèvement se présente sous de meilleurs auspices qu'il n'a commencé, il nous appartient de préparer les prochaines échéances avec la plus grande rigueur possible. Au cours de cette session, le rapport de la dernière session et le rapport d'activité financière du parcours seront examinés. Cette session devra aboutir à une feuille de route pour une meilleure gestion de ce joyau architectural. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, ANSA, a tenu la 16e session de son conseil d'administration, occasion pour les participants de faire le point de l'année écoulée, mais aussi des projections pour le futur. Khadiatou Kone. À l'instar de tous les services du département de la santé, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, ANSA, a traversé cette année des moments difficiles. C'est ce qui ressort en tout cas de cette 16e session de son conseil d'administration. Des difficultés liées à la rareté des ressources financières dues à la situation que le pays a traversée. Nous n'avons pas eu de ressources pour ni les investissements, encore moins pour les activités de recherche. Ce qui pose vraiment un problème assez important pour une structure ayant vocation de faire de la recherche et en particulier d'assurer la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons tous. Malgré les difficultés évoquées tantôt, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments a enregistré un taux de réalisation de 79,25% et une exécution des dépenses à hauteur de 129,99%. Le système national des autorisations de mise sur le marché des produits alimentaires a commencé à être perçu dans sa vraie dimension, à savoir une caution de l'État pour l'accès facile de nos produits sur les marchés régionaux et internationaux, avec en toile de fond la protection de la santé des consommateurs. Cette performance obtenue en année de crise, selon le directeur général de l'ANSA, est le fruit d'une impulsion nouvelle, fruit de l'engagement, de l'abnégation et de l'assiduité au travail, mais aussi de l'esprit d'ouverture et de partage qui a caractérisé les cadres et l'ensemble du personnel de l'agence. La deuxième édition de la foire annuelle de fin d'année de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a donné son coup d'envoi à l'instant. Cette année, l'édition est placée sous le signe de la paix retrouvée. Elle se passe sur l'esplanade du Centre de conférence internationale de Bamako. Environ 260 exposants prennent part à cette édition et c'est le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, qui a procédé tout à l'heure à la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de la foire. Nous y reviendrons
reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Garibou au Pérou qui vient de regagner la maison de la radio. Écho de nos régions à Mopti, un peu plus de 753 millions de francs CFA. C'est le budget pour le premier semestre 2014 du programme de développement durable du delta intérieur du Niger. Un budget qui a été adopté hier en même temps que celui du plan de travail de novembre et décembre 2013 qui s'élève à plus de 216 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Moustapha Doumbia. Cette première session du comité de pilotage de la première phase du programme de développement durable du delta intérieur du Niger PDDDIN a planché sur 3 documents. Le manuel de procédures administratives, comptables et financières, le plan de travail de novembre et décembre 2013 et celui du premier semestre 2014. Nous avons fait des recommandations extrêmement importantes qui vont nous permettre d'aller rapidement vers la concrétisation des ambitions, réaliser les tâches qui sont prévues dans le programme. C'est un programme, il faut le dire, sur 10 ans, en 2 phases. Une phase transitoire de 3 ans, 2013-2015, et une phase à moyen et long terme sur 7 ans. Pour les plans de travail au compte de novembre et décembre 2013, le coût s'élève à 216 780 000 francs CFA. Le budget pour le premier semestre 2014 est de 753 671 000 francs CFA. Nous allons inviter tous les acteurs autour d'un atelier de planification où nous allons revisiter l'ensemble des activités. Et on va entreprendre des activités concrètes pour la protection et la restauration des habitats, des oiseaux d'eau, des habitats de tous les animaux et des végétaux. La session a adopté les documents présentés sous réserve de quelques recommandations relatives au manuel de procédure. En 4e région, toujours dans le domaine agricole, lancement en zone office du Niger du programme de développement de la pisciculture. Ce programme de plus d'1 milliard de francs CFA va permettre d'accroître le revenu des producteurs de l'office. Compte rendu d'Ougoufana Traoré. Par cette mise à eau des alévins, le géant risicole du Mali, qui est l'Office du Niger, ajoute ainsi une corde à son arc. Avec cette nouvelle technique de pêche, le producteur de la zone Office du Niger peut devenir multimillionnaire en 6 mois, en parallèle avec les autres activités rizicoles ou maraîchères. La zone Office du Niger regorge d'énormes potentialités à travers les falas, à travers les canaux principaux, où nous pouvons installer des cages flottantes, où au niveau des périmètres rizicoles, nous pouvons installer également des étangs piscicoles et également des périmètres piscicoles dans les zones basses. Ce programme permettra de créer énormément d'emplois en milieu rural. Qu'est-ce que la cage flottante à poissons? C'est une cage dans laquelle on fait l'élevage intensif du poisson. L'objectif de cet élevage, c'est d'avoir dans 4 ou 5 mois du poisson de qualité. Dans le cadre du programme de l'APEJ, d'installation des jeunes ruraux, où au niveau de Bévani, nous avons installé cette année 24 jeunes ruraux avec une superficie moyenne, disons, de 5 hectares. Nous voulons développer 1 hectare de périmètre piscicole. Nous pouvons récolter des poissons pour une valeur monétaire, disons, de près de 8 millions de francs CFA. Le développement intégré de la zone Office du Niger a toujours été une préoccupation de l'État malien. C'est pourquoi le gouverneur de Ségou a demandé d'étendre la nouvelle technique de pêche à toutes les zones rizicoles de la région de Ségou. La production de poissons aujourd'hui est cruciale dans notre pays et il est bon que nous puissions trouver des techniques pratiques pour expérimenter et accroître surtout la production, le revenu des producteurs au niveau de la région et pourquoi pas au Mali. Pour une pleine réussite du projet, la pêche traditionnelle aux alentours ou à bord immédiat de la cage flottante à poissons est formellement déconseillée. 160 millions de francs CFA, c'est le coût de 2 systèmes d'adduction d'eau que le HCR, à travers l'ONG Stop Sahel, vient de réaliser dans les villages de Beta et d'Inigol en première région. La réalisation des déforages qui sont équipés de pompes à motricité humaine s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés mauritaniens pour leur approvisionnement en eau potable. Nous retrouvons depuis Kaï, Mahamadou Alioubari. Fini la consommation de l'eau souillée par les communautés de réfugiés mauritaniens résidant dans la commune rurale de Guidimaran-Kirikafo, avec la réception de 2 pompes à motricité humaine.
d'une valeur d'environ 160 millions de francs CFA. Ce don est l'œuvre du HCR à travers Stop Sahel à l'endroit des sites de réfugiés mauritaniens, notamment à Beta et Diningol. Je suis vraiment satisfaite de l'ouvrage parce que le problème d'eau est assez crucial dans ces localités. Ces deux fourrages équipés de pompes manuelles à Beta et Diningol s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés mauritaniens pour leur approvisionnement en eau potable qui est source de vie. L'occasion était opportune pour le représentant du HCR de rappeler certaines réalisations de l'ONG dans la commune rurale de Guidimaran-Kédikafou. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des actions de protection des réfugiés qui relèvent du mandat du HCR et permettent aujourd'hui aux populations d'avoir de l'eau potable. Les autorités politiques et les bénéficiaires se sont réjouis de cette action humanitaire que le HCR vient de faire pour alléger la souffrance des femmes, mais aussi contribuer de façon efficace au développement de l'élevage. Ces deux fourrages ont été exécutés par l'entreprise Chic Afrique sur financement du gouvernement japonais pendant 45 jours. Beaucoup de chiffres, comme vous l'avez constaté dans cette édition, 21 millions de francs CFA, c'est le montant qui sera investi pour améliorer la qualité nutritionnelle des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées. Cette CESCOM du cercle de Tombouctou sont concernés par cette activité de distribution promotionnelle de la farine Mizola, financée par le programme d'appui aux organisations de la société civile. Reportage Yeya Tandina. C'est pour combattre la malnutrition et améliorer la qualité nutritionnelle des enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées que l'association féminine Al-Wakilé, qui veut dire en son les leaders, vient de procéder au lancement de ses activités dans le cercle de Tombouctou. Financé par le programme d'appui aux associations et organisations de la société civile PAOS 2 pour un montant de près de 21 millions de francs CFA. Le projet consiste à distribuer au niveau des CESCOM de Toya, Bouré-Minali, Ilwa, Hondubomo, Sankore et Bella Farandi de farine enrichie Mizola. Je voudrais encore une fois de plus remercier le PAOS 2 et le programme Mizola. Je réitère mon appel aux associations ici pour que prennent en compte et bénéficient de cette opportunité pour se relancer dans la participation du développement. Selon les autorités locales, l'exemple de l'association Al-Wakilé doit être suivi. C'est le lieu de demander aux responsables de l'association de faire une utilisation judicieuse des ressources financières mises à leur disposition pour permettre l'épanouissement de ses propres membres. Je vous rassure de notre accompagnement pour la réussite de vos activités. La cérémonie a été mise à profit par les organisateurs pour remettre de la farine enrichie aux enfants. Le mois de lutte contre le VIH-Sida boucle ainsi sa troisième semaine, pilotée par le Haut Conseil de lutte contre le Sida. Cette semaine a été couronnée de diverses activités. À cet effet, les équipes du système des Nations Unies et du gouvernement se sont retrouvées au stade de Wenzen Koulibaly pour un match de gala. Le but est de sensibiliser les jeunes à une prise de conscience. Siragatou Sissé. Dans le cadre de la célébration du mois de décembre consacré à la lutte contre le VIH-Sida au Mali, le Conseil national de lutte contre le Sida exécute son programme annuel. Cette structure a choisi le système des Nations Unies pour parrainer la troisième semaine de ses activités. Le thème de cette année est Gouvernance et VIH. Plusieurs membres du gouvernement, des responsables du Haut Conseil national de lutte contre le Sida, du système des Nations Unies, du FINIAP et une gamme de personnalités ont marqué de leur empreinte au double match de gala. À lever de rideau, les dames de l'équipe mixte, composée des membres du gouvernement, le personnel du Haut Conseil national de lutte contre le VIH et les personnes vivant avec le VIH-Sida est face à celle du système des Nations Unies en rouge. Victoire 1-0 des dames du système des Nations Unies. Chez les messieurs, l'équipe du système des Nations Unies est opposée à l'équipe de rêve du gouvernement ici en blanc. Les ministres ont étalé leur classe d'anciens footballeurs. Chaque contre-attaque est un danger dans les camps du système des Nations Unies. L'équipe gouvernementale gagne 1-0 sur penalty grâce à Moussa Mara. Le gouvernement du Mali et le système des Nations Unies se sont donc donné la main pour une cause commune. Cette occasion est une opportunité de se rencontrer en dehors du cadre formel, non seulement pour commémorer le mois de lutte contre le sida, mais aussi pour découvrir des talents. Par cette mobilisation, au niveau du système des Nations Unies et du gouvernement,
nous avons voulu justement une grande mobilisation pour attirer l'attention sur la prévention. C'est une journée, il faut que les gens comprennent que le sida est une réalité, et particulièrement les jeunes, et qu'il faut être prudent, se prémunir contre, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de remède. Donc mieux vaut prévenir que guérir. C'est dans la convivialité que s'est achevée cette 3e semaine. Voilà, des buts marqués contre le sida. Le Sénégal a rendu hommage hier aux 2 soldats de la MINUSMA tués à Kidal. C'était au camp Dial Diop en présence du président Macky Sall. Le point avec Souleymane Kantara Sissoko. Tristesse ce jeudi matin au camp Dial Diop de Dakar, où le temps était sombre, à l'image de cette cérémonie funèbre. Le Sénégal a rendu hommage à 2 soldats tombés sur le champ de l'honneur à Kidal. La présence du président Macky Sall, chef suprême des armées, à cette cérémonie est un acte significatif qui démontre son attachement au Djambar. Le dynamisme, le haut fait d'armes, le courage du caporal-chef Ousmane Fall et du soldat de première classe Cheikh Tidiane Sarr ont été soulignés avec force dans l'oraison funèbre. 2 soldats au parcours exceptionnel cités en exemple par leur chef. Le président Sall, ému, a décoré à titre posthume les 2 Djambars dont le corps ont été évacués à Saint-Louis et Fatick pour leur inhumation. En prenant la décision historique d'envoyer un contingent au Mali, alors même que les Nations Unies n'avaient pas encore décidé d'envoyer des casques bleus, notre pays a voulu exprimer une solidarité à l'égard de son frère jumeau, le Mali. Aller combattre au Mali contre le terrorisme, c'est aussi faire preuve d'une sécurité préventive pour le Sénégal. Une délégation malienne conduite par l'ambassadeur Moulaye Khalil Askofare a assisté à cette cérémonie. La veille, la délégation était présente à la base aérienne Andala Cissé à Ouakam pour accueillir les dépouilles. Un geste qui a été hautement apprécié par les autorités sénégalaises. À noter qu'une délégation d'officiers supérieurs de la MINUSMA et de l'armée malienne avait fait le déplacement de Dakar. Beaucoup de courage aux familles éplorées avec lesquelles nous étions depuis l'arrivée des corps hier jusqu'à ce jour. Et je pense que leur sacrifice ne sera pas vain. Parce que la paix reviendra au Mali, dans un Mali qui a retrouvé son intégrité, sa souveraineté, dans un Mali qui s'est relevé de tout ce qu'il y a eu comme affre du terrorisme. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, Mamadou Kaba, ancien directeur général de la RTM, ancien diplomate, n'est plus. Avant son inhumation aujourd'hui au cimetière de Nyarela, les hommages lui ont été rendus. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'épouse du chef de l'État, ses anciens collègues de la radio Mali, la grande famille de l'ORTM et les parents étaient là. Mohamedou Doumbia. Mamadou Kaba, ancien directeur général de la RTM, est décédé le dimanche 15 décembre 2013 en France. Une cérémonie spéciale a été organisée en son honneur pour lui rendre un dernier hommage. Auprès des membres de sa famille, ses amis d'enfance, ses collègues et plusieurs autres personnalités ont tenu à être présents. Mamadou Kaba, j'ai fait la connaissance en 1958 au complexe scolaire de Kenzamoukou, sous la direction du très célèbre et rigoureux Ismaël Diawara. Le jeune adolescent qui avait alors 14 ans était très vif d'esprit. Il était très brillant et très entreprenant. Nous l'avons beaucoup admiré au cours de notre parcours commun ensemble. Nous sommes devant la dépouille d'un homme qui n'est ni intimidable ni manipulable. À mon arrivée, j'ai pleuré. Pleurer pourquoi? Pas parce que je n'ai pas la force de transcender l'épreuve qui nous frappe, mais c'est surtout de voir le vide qu'il laisse. Parce que ça, je peux vous le dire, il laisse un grand vide. Mais comme on dit, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui a repris. Mais l'homme, en tant que tel,
au-delà de toutes les valeurs que vous lui reconnaissez, c'est l'homme qui donnait un contenu à sa vie. Je souhaite, et votre présence massive témoigne de ce fait, qu'au-delà des vicissitudes de la vie, des nombreux aléas qui ont marqué et ponctué sa vie, son parcours professionnel, il a été un homme courageux, fidèle à ses convictions, un rassembleur. Et pour notre famille, on le connaissait. Quand un problème surgit et sur lequel les gens n'ont pas le courage de dire la vérité, dès qu'il arrive, la solution est tout de suite trouvée. Il ne transige pas avec la vérité. Ancien de l'école de journalisme de Lille en France, par son courage, sa générosité et son talent de journaliste, Mamadou Kaba a laissé de grands souvenirs à la radio-télévision du Mali. Tu as été pour nous un modèle. Alors qu'élève au lycée, nous disséquions tes premiers papiers à l'essor avec la volonté farouche d'être tes disciples. Mamadou Kaba, cela a été suffisamment dit pour que je ne me répète. Tu as été l'un des premiers journalistes formés dans une école de journalisme, celle de Lille. Lille en France, avec comme condisciple Feu Colicero Cissé, mais aussi Hervé Bourges, le père des écoles africaines de journalisme de Yaoundé et de Dakar. Mamadou Kaba, tu as été aussi le premier journaliste à être porté à la tête de la radiodiffusion télévision du Mali et le premier journaliste président du Conseil supérieur de la communication enfanté par la révolution de mars 1991. Dorantekro. Diplomate, Mamadou Kaba a été ambassadeur du Mali en Égypte de 2002 à 2006, un an avant sa retraite. Il était aussi membre de l'amicale des anciens ambassadeurs du Mali. Je garde de feu Mamadou Kaba le souvenir d'un homme de très grande qualité. Dans nos réunions, il était fidèle à la même place qu'il occupait avec calme et sérénité. Il intervenait toujours à propos, à l'endroit, au but, sans polémique ni chicane. Pour la grande chancellerie des ordres nationaux, le Mali vient de perdre un digne fils. Qui était l'homme? Il est né en 1944 à l'Abbé-République de Guinée. Il fit ses études primaires à l'école Ismaïla Diawara à Kinzabougou. Les études secondaires le conduisirent au lycée Terranton de Fougères, actuel lycée Afia Mohamed, où il obtint le baccalauréat en philosophie en 1965. Il fit les études supérieures à l'école supérieure de journalisme à Lille, en France, où il obtint une licence en journalisme en 1969. Il occupa les fonctions suivantes. Rédacteur en chef du journal Parler de Radio Mali en 1970. Journaliste à l'essor de 1971 à 1977. Rédacteur en chef du mensuel Sundiata. Directeur général du Centre national de production cinématographique CNPC de 1977 à 1990. Correspondant de presse, agent France Presse et auditeur. Directeur général de la radio-diffusion télévision du Mali de 1990 à 1991. Président du Conseil supérieur de la communication de 1997 à 2002. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali en Égypte de 2002 à 2006. Il fit valoir ses droits à la retraite en janvier 2007. Mesdames et messieurs, ses compétences et qualités, reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays, dont on valide d'être cité en exemple parmi les plus méritants fils de la nation, et d'être nommé au grade de chevalier de l'ordre national du Mali en 1999. Après la prière du vendredi et la prière mortuaire à la mosquée de Kinzabougou, l'illustre disparu a été inhumé au cimetière de Nyarila devant une foule nombreuse et des parents inconsolables. Dors en paix, doyen.
Voilà, l'ORTM rend hommage à Mamadou Kaba. Juste après ce journal, vous pourrez suivre un magazine sur le parcours de l'homme. Ainsi va la vie, d'ores en paix, doyen Kaba. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Amara Malé Diallo pour les infos de 13h. L'information continue sur notre chaîne à travers le site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.